Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 7, on vous fait, on l'avait mentionné il y a de ça quelques temps, là, on vous fait enfin, c'était presque l'épisode spécial du début de saison, on est rendu au 10e, je crois, épisode déjà, là. Mais on veut vous faire un stock picking. D'ailleurs, pour ceux qui veulent profiter, là, on en mentionne souvent dans les zones commentaires, on est à la sortie, à la publication de cet épisode. On est théoriquement à la veille d'un examen important pour Gab. Donc, partagez ce qu'il faut pour encourager Gab, que ce soit positif ou C'est négatif, gentil. des insultes ou whatever. Là. Profitez de votre capacité oui, donner votre opinion comme toujours dans les commentaires, mais ça peut être un point positif pour encourager Gab. Donc, important de le noter. Good job, Gab, d'avance et Forza pour ne pas sortir mon petit côté italien qui est très bien caché. Mais on vous fait effectivement un stock picking, donc ça va enflammer Gab au moins pour le motiver après ça pour son examen. Comme toujours, Gab a sorti 3 titres et j'en ai 2, donc Gab va pouvoir amorcer sous peu avec son premier, mais je pense que c'est très important et je vais le faire parce que Gab, c'est souvent là que lorsque tu t'enflammes, là, tu sors au-delà du fait que ceci n'est absolument pas de recommandation. Moi, je le mentionne toujours en mon propre nom. Chez Gab, tu vas le faire également, là. Mais je ne détiens absolument aucun des titres en question, là, des deux que j'ai sélectionnés aujourd'hui, là, qui m'intéressent, qui suivent un peu le genre de titres que je le mentionne également, là. Avant même de penser à investir, j'aime regarder un peu la performance des titres. J'aime, même à un certain point, c'est presque du casino dans ma tête. Je regarde au point, on fait une séance de stock picking comme dans le podcast et je regarde 6 mois plus tard où est-ce que ça en était. Puis je me dis, est-ce que j'étais là ou est-ce que j'étais pas là? Donc je me teste un peu moi-même sur ma capacité à possiblement faire des gains dans des investissements ou du moins juger de manière favorable des compagnies sur une logique plus value. Vous allez voir, là, à l'époque, on avait fait un épisode au tout début où Gab représentait plus le value. Moi, j'étais plus côté growth. Là, je me rattrape et clairement, ça suit aussi sur ma stratégie de placement, là. Donc, vous allez le voir, mais je trouve ça important, là, je le dis en mon nom. Je n'ai aucune recommandation, je n'ai absolument pas un sou dans les deux compagnies que je parlais. Je pense que c'est important pour tout le monde de faire sa propre avis, d'écouter l'avis de différentes personnes sur différentes compagnies avant même de faire quoi que ce soit et toujours, comme tu vas le probablement mentionner, Gab, là, de faire des investissements qui sont tout à fait cohérents avec à la fois votre stratégie, vos objectifs, mais également votre tolérance au risque. Donc, ça, c'est un épisode important et intéressant pour ouvrir des discussions sur les compagnies que vous connaissez peut-être un peu moins. Clairement pas pour aller mettre le moindre denier dans ces compagnies-là sans même réfléchir. Mais je te passe, Oui, Gab, pour faire un disclaimer plus concret. ouais, non, effectivement, je pense que tu as pas mal repris tous les éléments, on va dire, importants du disclaimer. C'est qu'effectivement, aussi de consulter aussi un professionnel si jamais vous avez besoin de conseils qui comptent, en fait, et autorisés là où vous vous trouvez. Je pense que la seule personne, il ou elle, hein, qui sera en mesure de déterminer avec vous si c'est quelque chose qui est convenable à votre profil d'investisseur. Puis j'en profite effectivement, bah merci en tout cas pour le petit message. C'est ça, comme le sujet risque effectivement, on vous le précise à l'avance, il est enregistré d'avance, en fait une semaine avant, en fait en même temps, on vient d'enregistrer l'épisode précédent, en fait, donc l'épisode 9 là, donc il se peut que ça se trouve le contenu a changé, donc c'est sûr que si entre-temps, en une semaine, il y a une crise mondiale, etc., une guerre thermonucléaire, bon bah c'est malheureux, mais le contenu qui sera publié sera pas forcément cohérent avec ce qui se passe, donc vous m'en excuserez, mais je trouve que c'était la meilleure Ça sera façon. un peu la job Kramer. On parlera de titre, comment ça va se planter complètement, ça va piquer du nez, là, mais bon. C'est ça, là, ce serait un peu dommage, même si bon, la plupart d'ailleurs de nos previews, pardon, nos anciens stock picking, ça y est, je deviens, c'est à cause de l'examen, l'examen est en anglais, là, que c'est la fois, maintenant je me mets à me lancer des mots en anglais, là, comme ça, là. Mais ouais, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir, en tout cas, si nos recommandations, entre guillemets, donc nos suggestions, vont mieux performer que les précédents, parce que pour le coup, ça n'a pas Oui, non, toujours été oui. très glorieux, mais je trouve que c'est une bonne façon, c'est ça, plus de se renseigner sur des compagnies. Vous allez voir, j'espère que je vais vous allez être surpris, en tout cas par mes sélections, parce que je trouve que ça va être intéressant, puis j'ai hâte de commencer ça, là. Ouais, puis tu sais, on salue aussi Thomas pour l'occasion, là. C'était un peu c'était les places au débat avant les places au débat, les séances de stock C'est picking, vrai? parce que c'était souvent l'occasion pour Thomas et moi de clasher Gab sur chacun de ses titres, parce qu'on sait à quel point il s'y est passionné et a fait de la recherche pour en parler aujourd'hui. Mais souvent, il nous sortait des trucs qui, à notre avis, faisaient aucun sens.
mais c'était très, très subjectif et encore une fois, c'est un peu ça le but aussi, que vous fassiez votre propre opinion sur ce qu'on mentionne. On ne tient clairement pas la vérité là-dessus et on est bien évidemment teinté de certains intérêts personnels, que ce soit sur des industries ou des compagnies ou même des gestionnaires ou des stratégies. Bref. Donc j'ai mis la table, tu as mis la table également. Lançons tout de même un jingle au son de la cloche comme on le fait à l'habitude et comme l'a vu la tradition du stock picking et par la suite, sans interruption, on va passer au travers de 2 stocks respectifs, Gab et moi, et Gab a un bonus comme toujours qui va pouvoir conclure. Donc lançons la séance de stock picking et donc formellement le au son de la cloche à l'instant. Parfait. Donc, comme je le mentionnais, de par la disparité classique où Gab s'est inspiré beaucoup plus que moi avec 3 stocks, je vais te laisser avec le nombre impair amorcé avec ton premier. Pour ceux qui sont habitués à nous écouter, Gab va peut-être mentionner le roulement de tambour à chaque fois pour que Oui. je devine son titre. Je vous dis tout de suite et vous allez en rire, moi j'en ris à chaque fois, j'en ai aucune idée. On n'a aucune idée à chaque fois, j'ose espérer qu'un jour on va en faire une et on va littéralement en avoir un qui est similaire à suivre. Bon, là, tu Mais l'as trouvé. sachez d'avance que le roulement de tambour, j'en ai aucune idée à chaque fois. Je suis une compagnie américaine spécialisée dans les chips. J'ai en fait en parler beaucoup dans les derniers mois. Je veux parler bien évidemment de Nvidia. Mais c'est là où ça devient intéressant. Parce que là, j'ai pas précisé de quel côté je rentre dans la position. Parce que moi, je vais shorter Nvidia. Je vais te le dire pourquoi. Et alors là, je te précise parce que moi, je suis rentré dans ce bet-là. Je suis allé Je vendre. pense que ça faisait partie d'ailleurs dans mon stock picking de l'époque. C'était un des bails que j'avais mentionné, si je me trompe pas. On avait parlé d'NVIDIA dans le passé. Ouais. Moi, je le vends à découvert. Je pense que c'est un stock qui est surévalué, qui ne vaut absolument pas sa valeur de 1 trillion, 1,16 trillion de dollars. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement, je trouve que la croissance en fait prévue en fait par les analystes me paraît complètement scabreuse, en fait beaucoup trop élevée. On entend parler effectivement beaucoup d'intelligence artificielle, que ça va révolutionner effectivement le monde. J'en suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je pense que je suis le premier à en témoigner. D'ailleurs, c'est une parenthèse là, mais on faisait ça avec JP, on fait ça chaque année. On fait ce qu'on appelle un fantasy football là, pour ceux qui sont pas hyper familiers avec ça. Et j'ai été le premier cette année à décider de faire intégralement toute ma stratégie uniquement sur les recommandations de ChatGPT, parce que je suis convaincu qu'il est meilleur que moi, et très Certes, probablement meilleur que moi, certes. parce que bon, mes dernières années dans la ligue ont prouvé que c'était difficile d'être plus mauvais, c'est un peu ça. Et donc j'y crois. Ne me faites pas dire que je crois pas en l'intelligence artificielle. Pour moi, je pense que ça va révolutionner le monde. Mais est-ce que réellement ça vaut 30 fois en forward PI? Moi, je pense pas. Alors d'ailleurs, parce que c'est là où c'est intéressant, c'est que souvent les analystes utilisent effectivement le PI forward quand on est dans une compagnie qui a très grosse croissance. Mais évidemment, ce forward PI dépend du earnings, donc du revenu enfin du bénéfice par action, BPA en français, de l'année suivante. Mais ce BPA-là, il dépend d'un consensus d'analystes, en fait. Donc, et ce consensus-là, moi, je pense qu'il est complètement exagéré, etc. Ce qui fait que moi, pour moi, cette action-là, aucune chance que ça vale, effectivement, 30 fois le PI forward, et encore moins 112 fois le PI trailing, donc sur les 12 derniers mois. À mon avis, cette action-là est surévaluée. Je pense qu'on a vu énormément de hype, effectivement, dans ce secteur-là, parce qu'il y avait eu une rupture de stock très importante de cartes graphiques, etc., avec l'histoire de Bitcoin, etc., même si Nvidia était un peu moins affecté, etc., ils ont battu dans la guerre des cartes graphiques face à AMD, etc. Pour moi, ça vaut pas ce que ça vaut, et je pense que Nvidia, malheureusement, en fait, puis au niveau de leur vente, je pense que ça se voit très bien, hein. Oui, ils ont une croissance phénoménale, mais tu sais, ça vient d'où, cette croissance-là? Et ben, cette croissance-là, elle vient, ok, il y a des activités de networking qui ont monté, etc. Computing, c'est un quant computing, etc. Mais leur cœur de métier, c'est des cartes graphiques. Et sur les cartes graphiques, ils ont perdu de l'argent sur les derniers trimestres, en 12 derniers mois, là, parce qu'on fonctionne encore une fois sur une base de 12 derniers mois. Là, et ben, la croissance ralentit. Donc moi, je ne vois pas, en gros, une valeur exponentielle. Et c'est pour ça que moi, je suis rentré dans un ETF qui fait fois 1,25 fois le rendement quotidien de Nvidia. Là. Donc,
J'ai plus le ticker malheureusement, là, mais le principe est ça. C'est que moi, je suis short sur cette action-là. Et je pense que c'est ça. Ouais, ben, tu sais, je pense que ça fait du sens aussi. Un des points qu'on avait discuté à l'époque, puis qui est aussi logique sur les possibilités de croissance de Nvidia, c'est ben, plus globalement aussi, on sait qu'il y a quand même un peu de jeu politique derrière ça, avec un certain intérêt à légiférer la capacité de certaines compagnies de faire affaire avec Nvidia qui ne sont pas basées aux États-Unis. Donc, il y a certaines sécurités liées au type de produit qu'Nvidia va vendre qui ne peut pas laisser autant d'ouverture sur la capacité d'acquérir autant de clients. Je pense que c'est un titre qui peut continuer à augmenter sur une période de 5 ans. Là. Ça reste un titre qui va continuer de bien performer, qui va continuer d'avoir une mainmise sur plusieurs industries, en fait une omniprésence sur plusieurs industries. Par contre, clairement, là, je pense effectivement que le rendement ne sera plus similaire à ce que ça a été dans les dernières années du tout, effectivement. Donc, c'est probablement du genre aussi de la période d'une position. Sur une position short, je pense, Gab, c'est pas le genre de truc que tu ferais pendant 10-15 ans, là. Mais clairement, il y a quand même une manière de faire des gains présentement sur le plus court terme. Oui. Oui, excuse-moi, je levais la main en virtuel. Voilà. Si je peux rajouter juste un dernier petit bullet point avant de te laisser la parole pour ton stock JP, ou en tout cas ta position que tu souhaiterais rentrer. Euh, J'en profite, effectivement, notre ami Ashrad Damodaran, qui est, comme tu le sais, pour moi, c'est mon père, c'est mon père spirituel, on va dire ça comme ça, qui est un peu le monsieur valuation. Donc, c'est un peu le type, c'est un professeur basé à New York, je crois, c'est à University of New York Stern, qui est un peu la référence dans le milieu de l'évaluation, et ben nous dit que combien vaut Nvidia actuellement? 240 $. Donc moi, j'ai tendance à croire quelqu'un qui est un expert, qui est reconnu par les plus grandes banques d'investissement au monde, qui est reconnu évidemment même par les plus grands investisseurs comme Warren Buffett. Damodaran, pour moi, c'est une référence. Et quand Damodaran te dit que ça vaut même pas la moitié de ce que ça vaut, pour moi, c'est un bon support. En tout cas, c'est comme un biais de confirmation. Vous allez me dire, oui, tu supportes uniquement les unités qui vont dans ton sens. Je vois que les rapports d'analyse sont quand même confiants. Et, on l'a vu, croissance fulgurante projetée, mais moi, j'y crois pas. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Ça me paraît trop agressif, etc., en termes de stratégie. Et bref, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, je pense, JP, on est passé pour ton deuxième. Je vais essayer de le deviner. On va faire un guess. Ouais, ben en fait, j'ai juste à dire un truc, puis tu vas le découvrir assez vite. Là, une compagnie américaine dans les pharma, pas très très. En fait, une compagnie dans les pharma Moderna. plus globalement, là, mais Moderna. Moderna Merckx. est effectivement le cas. Plus globalement, en fait, même, je dirais, et je vais aller plus large, j'irai dans les formats at large. Je crois autant, et je vais en nommer seulement deux, là, excusez toutes les autres que j'exclus, là, mais je crois bien Moderna, je pourrais même dire Pfizer à un certain point, Pfizer Inc. Là. Je vois les deux comme étant des titres. Même à un certain point, Pfizer a peut-être encore plus d'intérêt là, que Moderna, sachant leur plus grand rein, entre guillemets, leur capacité financière là, dans les différents projets, les différents autres médicaments qu'ils peuvent mettre en place. Mais bref, allons-y avec Pfizer. Là, les deux étaient à peu près coude au coude et subissent un peu le même genre d'effet. Les titres, encore une fois, bon, si on parle de Pfizer plus globalement, là, ont un intérêt à la base en termes value de par le dividende. Il y a un intérêt quand même, je pense que c'est 4,5% de dividend yield présentement côté Pfizer. Une compagnie, comme on le sait, avec tout ce qui touchait la COVID, a eu une performance incroyable, autant en 2020, 2021, 2022. Les chiffres de 2023, on a des baisses quand même assez drastiques. Le titre en souffre. Le titre a perdu à peu près 29,4%. Jusqu'à tout récemment, là, lié justement avec la fin de entre guillemets, la fin de la COVID, là, du moins l'intérêt pour le vaccin qui était le pain et le beurre de Pfizer et même de Moderna et de l'industrie plus globalement, là, n'y est plus. On parle également là, de revenus pour Pfizer qui a droppé de 54% là, au deuxième en fait en Q2. Compagnie qui, et je le vois encore une fois, un peu un retour à la normale pour les pharma. Les pharma étaient pour beaucoup de blue chip à un certain degré, fortement reliés avec leur capacité à obtenir là, des licences ou les fameux brevets là, pour certains nouveaux médicaments. Je le vois un peu dans cet axe-là. Pfizer, à mon avis, va reprendre la même logique, la même approche post-COVID. C'est un titre qui est intéressant en termes de croissance. Comme je disais, oui, le dividende a de l'intérêt. Le fait que ça avait relativement une growth qui était constante parce que, comme je disais, ils ont énormément de tests qui sont en cours et c'est très rare, en fait, avec leur capacité d'en faire plusieurs, même si
la moitié ne fonctionne pas, ils vont quand même réussir à faire de l'argent avec l'autre moitié qui va aller de l'avant. Ils ont déjà un excellent réseau de distribution, un excellent réseau et beaucoup de talent également en interne. Et donc, je vois Pfizer comme étant non pas quelque chose qui va rapporter du 15-20% annuel, on s'entend, là, on est très loin du contexte de growth, mais en termes value, j'y crois. La COVID qui reste encore une fois un truc qui pourrait être saisonnier, qui a un intérêt pour les personnes avec une santé moins rigide là, à se faire vacciner, pourrait amener soudainement certains, on s'entend, l'automne s'en vient, on pourrait avoir aussi quelques gains ou quelques ventes au niveau des vaccins là, de Pfizer qui n'étaient pas forcément attendus. Peut-être même un point qui m'intéresserait plus à Pfizer que Moderna. Moderna, on sait qu'il y avait quand même une contrainte. On se rappelle avec l'âge de Gab, on se souvient du contexte où Moderna, C'est c'était vrai. le genre de truc où c'était comme mettre de l'acide dans tes veines. Là. Tu touchais pas à ça en fonction d'une tranche d'âge. Là. Donc, tu sais, moi, je vois Pfizer comme étant une multinationale qui a toujours super bien fonctionné, qui a eu, oui, comme plusieurs compagnies pharmaceutiques, des revenus qui étaient absolument faramineux et phénoménal pendant les années COVID. Ça fait mal cette année et c'est là où je vois la baisse du titre comme étant une opportunité de rentrer et de reconnaître, en tant qu'investisseur classique de Pfizer, ben, une croissance qui est tout à fait modeste, qui suit son cours, mais qui est, à mon avis, rigide et ne risque pas nécessairement d'être affecté tant que ça par des chocs. Je ne vois pas un moment où une année complète de Pfizer aurait plus de 50% de ses brevets qui ne marcheraient pas ou qui ne seraient pas rentables. C'est un peu ça la beauté. Là, juste pour vous donner des stats, là, on parlait de. Parce que les revenus en 2020, et j'ai vu la stat 2022, là, c'était 100 milliards de dollars. Alors que présentement, si on parle seulement là, de 2023, je pense qu'il parle d'à peu près 68 milliards qui seraient projetés là, pour les ventes. Donc une baisse quand même assez notoire, mais avec 68 milliards de revenus, je suis quand même prêt à vivre avec ça. Et comme on l'a dit, le dividende reste très intéressant. Donc, bref, tout ça pour dire, c'est pas une compagnie qui est wow, c'est pas une compagnie qui, en bon anglais, est sexy non plus. Là. C'est une compagnie qui marche, qui a eu justement des revenus et une performance notoire, qui a craché au niveau de son titre présentement un peu avec le 30% presque de pertes sur l'année, mais qui reste, à mon avis, très intéressant. Puis, tu sais, les stats, encore une fois, c'est projeté par la compagnie, là, mais s'ils excluent les revenus ou les ventes liées à la COVID, ils parlent de croissance cette année de 6 à 8% de leurs revenus quand même, malgré le fait que c'est une année qui est plutôt modeste globalement et que les pharma, là, encore une fois, sont un peu en train de retourner leurs activités vers d'autres brevets, d'autres développements. Là, je pense qu'ils ont 19 pipelines en cours là, au niveau de Pfizer présentement pour d'autres types de médicaments. Là. Donc, il y a du potentiel. L'industrie continue de croître. Je pense qu'il y a un potentiel de 20 milliards d'ici 2030 pour certains de ces médicaments-là. Donc voilà, je vois l'opportunité. On n'est pas encore au retour de la valeur du cours non plus avant toute la COVID. Donc c'est sûr qu'il y a encore des gains possibles, mais on parle quand même de dollars si on se fie au titre là, qui est listé sur le NYSE. Mais bref, compagnie très value, mais qui tient et qui stabilise un peu en mode blue chip. Là. Ouais, donc si je comprends bien dans ta stratégie, c'est plus effectivement. Je vais juste être sûr de comprendre un peu la thèse, là, mais c'est juste d'un point de vue historique, comparer le prix historique et de dire, bon, j'achète pas non plus au 52 au plus haut des 52 dernières semaines. Là. Donc, je pense que c'est un peu ça l'intérêt, puis de te dire, bon, l'industrie va revenir à un niveau pré-Covid en termes de dynamique, etc. Donc, on va se dire, bon, c'est quand même un peu plus pépère, on va dire, que le reste du marché. Donc, je Ouais, vois un peu puis là. tu sais aussi, je pense qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y avait aussi énormément beaucoup de subjectifs dans ce que les analystes avaient donné à l'époque. Lorsqu'on avait les pieds dans la COVID, il y en a qui voyaient les revenus liés à ces vaccins-là comme étant littéralement un truc annuel, que ça allait être pour toujours, que les compagnies pharmaceutiques qui avaient des vaccins fonctionnels allaient faire toujours des millions et des millions et des millions et des millions liés au vaccin à la COVID. Et C'est on sait plus en maintenant c'est milliards, pas là, pour le coup, en là, milliards, mais maintenant. bref, en milliards à l'époque, en millions peut-être maintenant, mais bref, ça pour dire que ça allait être considéré comme étant le backbone lorsqu'on était en plein cœur de la COVID. Maintenant que cette pandémie-là est tombée complètement, c'est sûr qu'il faut aussi profiter de cette vision-là. Les analystes projetaient ça probablement beaucoup plus élevé, alors que maintenant, on se retrouve avec des projections qui sont tombées vraiment beaucoup. Donc, c'est effectivement le fait de juste reprendre un point d'entrée qui est intéressant, sachant qu'on est, comme tu l'as dit, on n'est même pas, je le mentionnais également, on n'est même pas au retour au niveau de la valeur en bourse pré-COVID. Et que, comme je le mentionnais, Pfizer même plus. Encore une fois, laissons Moderna de côté. Là. Pfizer est beaucoup plus stable, à mon avis, que Moderna en termes de capacité de continuer à développer leur potentiel et de continuer juste à reprendre leur bonne vieille business, de développer des médicaments et des remèdes qui Ouais, sont tout à fait ils sont opérationnels. plus diversifiés, c'est sûr. Hein. C'est sûr que c'est un conglomérat.
qui est dans plein de types de projets, etc. Puis on l'a vu, hein, d'ailleurs, quand ils ont mis dans BioNTech, c'était. Je crois qu'ils avaient mis d'ailleurs dans trois vaccins différents, en fait, pour dire, bon, on met pas tous nos œufs dans le même panier, on met un peu d'argent dans les trois, puis on est sûr que sur un sur trois, il y en a un qui va réussir ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y en a que. Je crois que c'était nos amis français, là, pour le coup, qui ont complètement foiré. Là. C'est pas Novartis, là, je perds malheureusement. Là, je crois que c'était. Euh, Bref, vous m'avez compris, là, le géant français du pharmaceutique, dont j'ai oublié le nom. Là, donc, je mets un 3 petits points dans l'espace commentaire, puis pourrez m'insulter cordialement, savoir comment je l'ai oublié. Là. Bref. Mais je vois l'intérêt. C'est d'un point de vue stratégique. D'ailleurs, ça vient pas mal en fait, si je me permets, JP, avec ma deuxième section. Je vais inverser l'ordre pour le coup parce que c'est plus cohérent avec ce que tu viens de dire là, en tout cas en termes de stratégie. Et ben moi aussi, j'y vais avec une approche, on va dire un peu plus indicielle parce que je suis dans une perspective, on va dire un peu plus bearish en fait sur les marchés. Là. J'ai commencé à retirer mes billes, on va dire, des différents stocks croissance et même valeurs que j'avais pour aller en fait vers une approche beaucoup plus classique, beaucoup plus Warren Buffett. C'est un style qu'on appelle le style qualité. Alors on n'en a jamais parlé, puis je trouve que c'est une bonne façon justement de l'aborder dans ce podcast-là. Vous vous souvenez évidemment quand on avait parlé en fait, je crois dans un des épisodes, ça fait très très longtemps, là, du style valeur versus style croissance. Bon, ça, c'est les deux styles principaux. Il y a aussi le small cap versus large cap aussi, qui est bien connu. Ils font partie des fameux facteurs de Fama French, pour ceux qui sont un peu plus intéressés à la littérature financière. Eh ben, il est arrivé en fait un nouveau, on va dire un nouveau facteur, entre guillemets. C'est pas vraiment un facteur, mais c'est plus un nouveau style de gestion qui est à peu près entre dans une pyramide un peu dans un troisième dans un troisième pamphlet, on va dire, disponible sur les marchés traditionnels, bah, c'est le style qualité. Style qualité, c'est juste tout simplement d'investir dans des compagnies qui ont des marges solides, plus élevées que la moyenne de leur industrie, qui ont vu une croissance modérée mais conservatrice, etc., au niveau de leur chiffre d'affaires et de leur marge, au niveau de leur bénéfice avant impôt, intérêt, amortissement, donc BAIA, ou EBITDA en anglais. Donc, en gros, des compagnies stables, très pépères, etc. Et il existe effectivement divers outils pour investir dans ces indices-là. Alors, c'est moins précis, évidemment, que style valeur versus style croissance, etc., dans le sens où la définition va dépendre de chaque propriétaire d'indice, de référence, qui va se baser là-dessus, dans une stratégie passive. Ça va dépendre de la définition de l'indice. Donc, par exemple, j'avais regardé un ETF là, qui s'appelle MSCI USA Quality Factor ETF. La définition, c'est ça, c'est Exposure to Large and Mid Cap, donc c'est pas en delà du S&P 500, ça peut aller aussi dans du Russell 2000. Exhibiting Positive Fundamentals, donc Higher Return on Equity, donc vraiment une stabilité au niveau, au niveau des bénéfices, donc un rendement sur les capitaux propres, donc c'est-à-dire la valeur comptable de l'action, combien de fois c'est quoi le pourcentage sur le bénéfice après impôt qu'on va aller chercher. Ça, c'est ce qu'on appelle le rendement des capitaux propres. Puis une croissance stable, on va dire, au niveau des bénéfices. Et troisième point, un levier faible. C'est vrai que c'est intéressant dans un contexte où aussi les taux d'intérêt montent, les business sont un peu plus incertaines, insécures. Moi, je trouve que c'est un style qui peut être intéressant dans une perspective où tu veux rester investi quand même dans les actions, à des fins de diversification, à des fins d'investissement sur le long terme, mais temporairement, tu veux t'éviter toutes les compagnies qui n'ont pas forcément de la stabilité, etc. Je trouve que c'est un style qui peut être intéressant à explorer. Je ne sais pas ce que tu en penses, JP. Absolument. T'as rien d'autre à rajouter, je pense que c'était. T'as jeté le micro en fait, tu ne savais pas là. Tu ne savais pas quoi rajouter. Absolument. Non, j'ai rien à rajouter. J'essaie d'intégrer en fait la corrélation entre ça et la vision stock picking, là, mais c'était plus large qu'un stock même. Mais, Ouais. mais oui, non, intéressant. Intéressant comme concept. Je comprends que tu voulais l'intégrer à ce moment-là avant faire un lien direct. Ton troisième risque d'être un stock direct. Mais oui, non, on peut passer à mon deuxième à ce moment-là. Qui est un peu, encore une fois, je suis un peu mon américain, mon ricain aujourd'hui, là.
J'y vais avec quelque chose d'assez simple, reste toujours dans le monde value. Je pense qu'on avait déjà parlé à l'époque lorsqu'on était dans un épisode avec Thomas d'ailleurs, là, mais j'aime la stratégie qui a été mise en place tout récemment par Exxon. ExxonMobil, en fait, ça marche toujours, ça roule toujours. La hausse des cours du pétrole favorise également à un certain point aussi XOM, là. Leur revenu c'était un peu mitigé, là, ils n'ont pas eu le meilleur quarter ever. Par contre, ce qui m'intéressait dans cette compagnie-là, et c'est un petit peu plus axé sur du potentiel de croissance du cours, même si je reste sur le fait que Exxon est un titre très value. Ils ont une acquisition qui a été annoncée là, de 4,9 milliards pour la compagnie Denbury Inc., qui est le ticker DEN, qui vient amener une diversification en fait, des activités d'Exxon. On sait qu'ils sont très forts en pétrole, restent extrêmement connus, extrêmement solides aux États-Unis. Mais l'objectif de DEN, et en fait l'acquisition et d'engloutir DEN, ce n'est pas pour réduire un concurrent direct, mais c'est vraiment pour mettre en fait, prendre une position assez significative dans le marché nord-américain du storage et de la transmission liée au carbone. On s'entend, Exxon ne devient pas une compagnie qui soudainement a une empreinte écologique qui est plus favorable. Ça va rester quand même secondaire en termes de revenus et en termes de répartition des revenus, là. Ça va rester le pétrole qui est à la source de tout. Mais ça reste que les possibilités et la croissance de cette industrie-là sont encore, à mon avis, très, très, très sous-cotées. Donc, Exxon est une des compagnies pétrolières, une des compagnies d'énergie, si on peut dire maintenant, là. C'est un peu la nouvelle terminologie de ce genre de compagnie-là. Dans le marché américain qui s'installe le plus rapidement dans l'industrie. Maintenant, c'est sûr que je parle de trucs qui sont value et il y a quand même un bon gamble là-dessus d'investir plusieurs milliards dans une compagnie pour une industrie qui est supposée avoir une espèce de boom en termes de possibilités de retour et même de revenus et de profit plus globalement. C'est incertain. Mais le monde du storage et de la transmission, là, tout ce qui est lié encore une fois au carbone, il y a une demande pour les services justement de séquestration de carbone. Bref, le terme concret en français est plutôt dur et je sais que Gab, tu risques de le trouver On dit en rapidement. français, on dit carbone capture ou carbone séquestration parle du carbone, mais Voilà. c'est vrai que c'est une industrie qui est en plein boom, en effet, là. Et aux États-Unis, comme on l'a dit, c'est ce qui est intéressant, ça compare un peu l'intérêt d'une compagnie pétrolière de s'y investir à ce point-là. Et encore une fois, c'est basé sur une acquisition. Donc, on verra la suite. Je ne peux pas dire que cette compagnie-là va continuer à faire des revenus, faire des profits, va avoir des hauts et des bas, va s'en porter plutôt bien, comme on l'a dit, plus globalement sur une année où les cours du pétrole restent plutôt élevés. C'est sûr que ça rend plus favorable les différents types d'exploitation qu'Exxon va avoir sur le pétrole américain. Mais je pense que c'est tout de même intéressant cette diversification-là. Et si le carbon capture peut être une industrie qui a le boom ou l'essor qu'on peut croire aux États-Unis, ben, clairement que le move et l'acquisition qu'ils font présentement les positionnent de manière très bien pour en tirer profit. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui euh, aime particulièrement le fait d'investir dans le pétrole, mais ça reste quelque chose qui fait du Sortez les sens. violons, C'est un peu ça, là. Je sais que comme c'est des débats qu'on a là-dessus, là, il y a certaines stratégies qui excluent l'armement, le pétrole, etc., là. Je suis pas dans ce mode-là à 100% non plus, mais c'est sûr que je suis quelqu'un qui croit beaucoup à la diversification énergétique. Mais je pense que ce genre d'investissement-là pour une compagnie pétrolière m'amène à croire un peu plus à la capacité des compagnies pétrolières de diversifier leurs revenus. Oui, comme je l'ai dit, de rester sur le pétrole aussi longtemps qu'il va y en avoir. Mais certainement, au moins, là, ça permet d'avoir une certaine diversification qui est plus saine, du moins, pour ma volonté d'investir dans ce genre de compagnie-là. C'est pas parfait, mais ça ouvre une opportunité. Et je l'ai dit, c'est un titre qui est très value, a aussi un excellent dividende. c'est vrai. Je pense que c'est 3,6%. Et qui, encore une fois, ouvre et fait des acquisitions qui sont conséquentes. C'est pas seulement on a en bon anglais un pile of cash puis on fait rien avec. Ils l'utilisent, mais non pas pour essayer d'aller trouver des nouveaux gisements de pétrole et essayer de continuer à développer. Ils développent leur infrastructure, qu'ils investissent dans le pétrole, ils n'arrêteront pas. Ils font quand même de la diversification à coups de milliards dans des acquisitions. Ça ne veut pas rien dire. C'est les défis des acquisitions des industries où ils ne sont pas aussi présentes. Mais je pense que ça montre quand même une possibilité de croissance intéressante à noter pour Exxon. Ouais, ben moi, ce que je vois, en fait, pour Exxon, c'est surtout la valo qui est ultra attractive. Je pense que toi, dans ta thèse d'investissement, c'est sûr que ça t'aide beaucoup. Parce qu'effectivement, le secteur énergie, il a tendance à être pas cher, en fait, par rapport à- pour toutes sortes de raisons, mais notamment parce que c'est quand même très corrélé, évidemment, avec les prix des matières premières, même si, bon, tu vas me dire, oui, gna, 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 ils font du hedging, etc., enfin, de la couverture de risque en français.
Oui, mais quand même. Quand même, c'est quand même une corrélation importante au niveau des rendements par rapport à l'inflation, parce qu'on sait que ce sont des stocks aussi qui sont très corrélés au niveau de l'inflation, parce que l'inflation, évidemment, dépend énormément des matières premières, puis du prix de l'énergie. Donc c'est ça qui est intéressant. Puis je pense qu'effectivement, ces stocks-là ont tendance à être peu valorisés, comme tu l'as dit, pour la raison ESG, hein, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de fonds maintenant qui excluent en fait tout ce qui est extraction, transport, stockage, pour remplacer ton petit anglicisme de storage que j'ai entendu. Je voulais lancer les mini-fusées cartouches d'encre en virtuel, là, donc euh, c'est une compagnie à même pas 5 fois le BAYA, hein, donc 5 fois l'EBITDA pour ceux qui préfèrent utiliser les termes en anglais. C'est extrêmement attractif. C'est sûr que c'est extrêmement attractif pour ça. Puis je pense que quand tu es dans une perspective comme toi, JP, d'être un peu de card counter à de blackjack table, là je vais y aller avec mes termes en anglais, ben c'est vrai que c'est un stock qui est intéressant pour ça. Puis tu te dis qu'en 5 ans, tu es allé chercher ta valeur d'entreprise sur ton EBITDA de référence. Ça fait du sens. Cohérent, ça veut dire que c'est vraiment pas cher comme compagnie, alors que dans le marché, je te parlais d'un Nvidia, Nvidia c'est 20 fois l'EBITDA, quoi. Donc évidemment, ça n'a pas la même gueule, évidemment, là, en termes de multiples. C'est sûr que c'est beaucoup plus attractif, et c'est vrai que ça supporte, je trouve, pas mal ta thèse. Et puis moi, mon dernier, alors si, je sais pas si tu avais d'autres choses à Non, rajouter, peut-être. tu as tapis Parfait. rouge. Tapis rouge pour mon dernier. Je risque de te décevoir, je le sais, JP, parce que j'ai pensé à plusieurs trucs et ça a été très difficile avant de tourner. J'avais pensé, et puis je vais les citer quand même à ceux que j'avais pensé. J'avais pensé à Pernod Ricard, qui était la compagnie de pastis, le pastis Ricard, évidemment. Pour des raisons purement comment dire, de couverture. Quand les choses vont moins bien, le luxe, souvent, c'est un bien de GSN, donc ça va toujours assez bien. Euh, J'avais pensé aussi à un moment donné à l'Industriel Alliance, pareil, dans une théorie de stock picking, mais j'étais moins convaincu parce que c'est vrai que j'achetais au all-time high, donc c'est vrai que ça me faisait un peu plus peur. Et ben moi, ce que j'ai décidé, c'est d'y aller dans une perspective encore une fois très indicielle. Et je risque de te décevoir, c'est que j'y suis allé en fait, comme tu le sais, dans une mix action, bah, il faut rajouter des obligations. Et moi, j'ai décidé d'y aller avec une stratégie d'aller bull-in, d'aller bull sur des obligations à très longue durée. Rappelons-le, la duration, c'est la sensibilité d'une obligation par rapport à son taux d'intérêt. Et moi, j'ai décidé d'aller avec une duration de 30 années. Tu vas me dire, ah, mon Dieu, c'est long terme, etc. Oui, parce que moi, je commence à penser, effectivement, dans une perspective de récession qui se profile de plus en plus. On a attendu, je trouve, pas mal, là, parce qu'on a eu un espèce de 12 mois de flottement. On dit, ah oui, je me souviens, on avait fait des épisodes, oui, la récession arrive, machin. Finalement, c'est pas forcément arrivé parce que l'inflation a continué à grimper, à rester haut. Les banques centrales ont continué leur tightening. Ben moi, je veux décider d'y aller all-in, de dire que là, en ce moment, les taux sont au plus haut. Je pense qu'ils vont baisser de manière parallèle. C'est-à-dire que tu vois, quand tu regardes la courbe de taux d'intérêt, donc pour nos auditeurs, ceux qui sont un peu moins familiers avec ça, la courbe de taux d'intérêt, c'est la représentation graphique de chacune des échéances des obligations, par exemple du gouvernement américain, et leur taux de rendement à échéance. En ce moment, elle est descendante, cette courbe-là. Ça, souvent, ça indique que les taux vont être dans le futur, ils vont baisser, en fait. Et parce que, effectivement, le marché, le marché tel quel, qu'il y a une demande plus importante pour des bons, pour des obligations, pardon, de plus longue échéance que pour les courts termes. Donc ça veut dire souvent que les gens, ils pensent que ça va, les taux, comment dire, vont baisser effectivement de manière plus importante, effectivement, dans le futur. Et moi, mon pari, c'est ça, c'est de profiter de la baisse de taux. Je te dis pas que je vais faire de l'argent dans le courant. Oui, je vais faire effectivement un 4,20% de yield, donc sur les obligations 30 ans américaines. Je vais peut-être même faire un rendement négatif sur, hypothétiquement, si la courbe reste telle qu'elle, reste statique, je vais même perdre des sous parce que le taux va remonter avec le temps, effectivement, supposément, si la courbe reste telle qu'elle, mais dans les faits, une courbe de taux descendante, ça arrive très rarement. Souvent, ça veut dire que c'est un indicateur qu'effectivement, les choses vont moins bien et que potentiellement dans le futur, elle va redevenir ascendante. Et là, dans ce scénario-là, c'est là où je ferai mes sous. Donc, c'est plus une espèce de stratégie de revenu fixe que je trouve intéressante, qui est d'allonger la duration effective de mon portefeuille, puis d'essayer d'aller chercher, on va dire,
des rendements intéressants dans l'hypothèse où les taux iraient monter, iraient vraiment baisser, bah là, je ferais vraiment un coup de cash assez monstrueux, là. Et Ouais, ça, personnellement, j'ai mis des sous là-dedans. ouais, puis tu sais, je Précise. pense que c'est intéressant effectivement d'y aller. En fait, c'est alternatif. Ça fait un bon changement, une diversification. Je pense c'est vrai qu'on parle beaucoup de stock lorsqu'on fait des stock picking. Le nom, on l'incite, là, mais je pense que c'est effectivement intéressant dans un contexte où on faisait des stock picking avec des marchés qui étaient très bullish. Alors que maintenant, c'est sûr qu'on continue à avoir beaucoup de doutes et des performances un peu en dents de scie. Donc, je pense que c'est vrai qu'on l'oublie trop souvent. On regarde pas aussi souvent qu'on le voudrait aussi le marché des revenus fixes, des fixed income. Je pense que c'est aussi par le fait que c'est pas aussi trendy et ça, il n'y a pas autant d'analystes de renom qui vont être publiés partout, là. C'est dommage. Euh, c'est tout à fait dommage dans une période comme maintenant. Je suis d'accord qu'il y a des périodes où la diversification est toujours importante, là, je dis pas le contraire. Il y a des périodes où peut-être ça peut être moins visible ou moins ciblé et c'est normal lorsque les marchés sont littéralement en feu vers le haut. Mais présentement, je pense que c'est tout à fait cohérent. Est-ce que c'est logique également de projeter une éventuelle baisse des taux et donc les investissements que tu aurais maintenant seraient à meilleur intérêt, là, entre guillemets, là? C'est tout à fait cohérent. C'est quelque chose qui est logique, c'est quelque chose qui est tacite, qui est visuel, qui est compréhensible par également tout le monde. Mais c'est effectivement, je pense, bien de mettre en lumière cette possibilité-là. Parce que certainement, on l'oublie trop souvent, et même pour les personnes qui nous écoutent, qui sont moins initiées à la finance de marché, mais je pense que c'est quelque chose même que vous allez peut-être même pas avoir entendu parler si vous n'avez pas des cours en finance, parce que le fixed income, comme on l'a dit, c'est un acquis qu'on a lorsqu'on fait des fonds communs dans des succursales bancaires, par exemple. Mais c'est très rare qu'on va avoir un intérêt pour faire une stratégie par nous-mêmes lorsqu'on on gère justement nos sous par nos propres décisions. Donc, intéressant, Gab, que tu mettes ça en lumière. Et comme je disais, en termes de concret, je pense que ça fait tout à fait du sens. Est-ce que c'est le genre de trucs que moi-même j'embarquerais? Je suis du genre à ne pas me casser la tête nécessairement, mais je pense que c'est comment tu le présentes et la vision qu'on peut voir. C'est vrai que c'est, entre guillemets, c'est le concept d'un no-brainer. C'est pas forcément bon pour tout le monde, ça, c'est important à noter. Est-ce que c'est un no-brainer comme concept? Est-ce que les taux peuvent continuer à monter pendant une période quand même assez notoire, sachant la durée justement que tu parlais? Je pense que c'est assez cohérent comme stratégie, surtout présentement où on reste dans le doute, encore une fois, sur qu'est-ce qui peut se produire sur les prochaines annonces de hausse de taux. Les personnes vont peut-être pas avoir un intérêt de s'y positionner dès maintenant, alors qu'en réalité, on sait qu'on va pas se retrouver avec des hausses de taux qui vont être continues, allegedly, 4 ou 5 fois encore, là. On est pas mal dans un contexte où le mal est fait et le downturn peut arriver à peu près n'importe quand pour une période quand même assez prolongée, là. Ouais, là, je te parle surtout de taux à très longue durée. Souvent, alors, les gens vont me dire, ah oui, tu vas investir pendant 30 ans. Non, non, justement. Avoir un horizon de placement plus court que la duration effective de ton portefeuille, souvent, ça veut dire qu'en gros, tu paries sur le risque, en fait, sur le rendement, effectivement, à très court terme, en fait, la chute des taux d'intérêt ou la montée des taux, si tu es dans une position inverse, des taux d'intérêt, plus que réellement le risque de réinvestissement, en fait. Parce que au-delà, il y a toujours la composante du rendement courant, en fait, quand on travaille avec des obligations, mais il y a aussi la perspective aussi du rendement par le prix, en fait, par le fait que le prix change. Un peu comme les actions, quand tu paries sur la hausse ou la baisse, évidemment, du prix de l'action, mais aussi sur le dividende, parce que le dividende, lui aussi, est important. C'est une composante de revenu qui est essentielle, mais qui est encore plus essentielle pour un titre à revenu fixe, parce que comme ton nom l'indique, il est à revenu fixe. Et en fait, dans tous les cas, le scénario le plus conservateur qui risque d'y aller, c'est que moi, je fasse juste le taux d'intérêt qui sont indiqués, qui soit le 4,2%. Ça, c'est si on ignore évidemment que le gouvernement américain fasse défaut. Donc, dans tous les cas, je vais faire mon 4,2%. C'est quasiment garanti, en fait. C'est l'État américain qui me le garantit. Par contre, c'est ça, effectivement, le risque, effectivement, c'est qu'entre-temps, bah, ma position risque d'un peu de changer. Effectivement, si les taux continuent de monter un petit peu sur le long terme, c'est assez rare parce que souvent les taux d'intérêt à très long terme restent assez statiques. Ils varient moins que les taux à court terme qui, eux, souvent ont tendance à swinger énormément en fonction des taux directeurs, ce qui est cohérent. Mais par contre, les taux à long terme, souvent, restent beaucoup plus stables, effectivement, parce que ça prend en compte les perspectives de taux d'intérêt futurs, en fait, quelque part, hein. Ceux qui ont fait des cours de finance vont tout comprendre, effectivement, ce que je raconte, parce qu'il y a les notions de taux forward qui embarquent, etc. C'est extrêmement complexe, mais c'est passionnant. Moi, j'adore ça, ce côté-là, et je trouve qu'on n'en parle malheureusement pas assez dans l'industrie. On parle beaucoup des stocks, etc. Et c'est malheureux qu'on ne parle pas assez des
des stratégies un peu rigolotes, effectivement, qui impliquent des revenus fixes, des durations, de la convexité, etc. Encore une fois, peut-être ça en passionnera d'autres. Certains, je pense que la plupart se diront qu'est-ce qu'il nous chante, etc., Gabriel. Mais je trouve que c'est ça, c'est extrêmement intéressant. Puis je pense que on, c'est intéressant de se positionner comme ça. Alors, bon, juste pour revenir, puis un dernier point, pourquoi aussi je préfère y aller avec un ETF versus juste acheter une obligation plus liquide, effectivement, c'est plus facile à acheter, revendre, etc. Tu as juste à faire un clic sur ton application de courtage. Puis en termes d'impôts aussi, c'est plus avantageux parce que souvent, les obligations au niveau de surtout les obligations que tu as achetées avec à escompte, quand les taux ont monté, bah, souvent les obligations se retrouvent à escompte. Et ben, au fur et à mesure, tu te retrouves imposé à chaque année sur les gains de ta valeur marchande. Dans un ETF, c'est pas le cas. Tant que tu n'as pas revendu ton ETF, ça ne déclenche pas d'événements imposables. Donc, c'est assez avantageux pour ça. Par contre, la distribution, évidemment, d'intérêt, elle est imposable. Comme n'importe quelle, effectivement, obligation. Évidemment, tu dois payer de l'impôt sur le coupon régulier que tu récupères. Donc ça, c'est pour ça. Voilà pour le fameux bet sur les obligations 30 ans. Et c'est ce qui met par le fait même un terme à cet épisode de Stock Picking. Donc, variété intéressante de ton côté, Gab. Un épisode plutôt diversifié par rapport à ce qu'on fait d'habitude et le mot est à tous les sens du terme. C'est vrai. Donc, merci comme d'habitude, Gab, pour ta contribution. Merci tout le monde pour votre écoute. Comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur notre plateforme phare pour les commentaires publics, les opinions, les avis, les idées de sujets, donc sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, si vous avez apprécié le contenu, à aller mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour les notifications. Également, si vous voulez faire tout type de commentaires ou nous rejoindre sur une base plus privée, Gab met toujours dans la zone de description l'adresse courriel du podcast. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre, peut-être avec un petit peu plus de délai cette semaine, sachant que Gab est le leader au niveau de ce volet-là. Et comme on l'a dit, il va être en écriture d'examen et après ça en fête très clairement pour célébrer la fin de cet examen. Oui, j'espère. Donc on risque de retrouver Gab qui va être en fin de fête lorsqu'on va enregistrer le lundi suivant son examen. Mais bref, et sinon pour la majorité d'entre vous, comme toujours, sur les plateformes audio, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Deezer, etc. Également, même principe pour le référencement numérique. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à mettre des likes, des étoiles, etc. si vous avez apprécié également l'épisode. Et comme toujours, si ce contenu vous plaît et pourrait plaire également à vos proches, vos amis, vos collègues, n'hésitez pas à le partager de bouche à oreille aussi. Le référencement de personne en personne est également la clé et le backbone en bon anglais, la pierre d'assise de ce podcast depuis son lancement. Donc, je vous en remercie et je vous dis tout le monde et je te dis Gab à la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde. Salut.